welcoming Dr. John Spencer. So refreshing to see. Merci. Ça fait beaucoup de bien de voir autant d'hommes dans l'auditoire. You know, in the United States. Vous savez, quand je donne des conférences aux États-Unis, l'auditoire est composé de 80% de femmes et seulement 20% d'hommes. Ça fait donc du bien de voir qu'ici, en Australie, tant d'hommes sont venus écouter cette conférence. Les hommes ont quelque chose d'unique, dans le sens où si vous regardez l'IRM du cerveau d'un homme en train de résoudre un problème, vous remarquerez qu'il est entièrement latéralisé, soit à droite, soit à gauche, qu'il est très déterminé, et qu'il traite tous les problèmes exactement de la même manière. C'est pour cette raison que lorsqu'ils vont faire leurs courses de Noël, les hommes, vous voyez ce que je veux dire. Ils sortent avec leur liste, achètent le cadeau, retournent chez eux, barrent le cadeau sur leur liste, l'emballent et ressortent acheter le deuxième. Une fois le cadeau trouvé, ils retournent à la maison avec. Par contre, regardez l'IRM du cerveau d'une femme en train de résoudre un problème et vous assisterez à une véritable tempête d'éclairs à l'intérieur de son cerveau. Les deux hémisphères se mettent en marche et déclenchent une incessante activité entre les deux parties du cerveau. Et lorsqu'elles sont en train de résoudre ou en train d'essayer de comprendre un problème, les femmes ne le font pas de façon linéaire. Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé d'être à côté d'une vraie femme en train de faire ses courses, mais je vais prendre 2 de ça et 3 de ça. Et si je prenais ça pour notre voyage à Hawaï, les femmes ont donc une façon unique de rassembler l'information. Et dans mon état actuel d'ignorance, je suis obligé de dire que le cerveau des femmes semble être supérieur à celui des hommes. Mais voyez-vous, il y a un équilibre qui se fait entre les hommes et les femmes. Les hommes ont par exemple cette capacité à être déterminés et ils peuvent être très résolus quand il s'agit d'obtenir quelque chose. Or, être résolu, c'est être clair par rapport à ce qu'on veut. Et c'est la manière dont fonctionne le cerveau des hommes qui leur permet d'avoir cette résolution et cette clarté, et donc d'aller de l'avant. Mais tout compte fait, il y a un équilibre qui doit se faire entre le fait d'être résolu et le lâcher prise. Et on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Et c'est la manière dont fonctionne le cerveau des femmes qui leur donne cette capacité à lâcher prise. Savoir lâcher prise, c'est savoir qu'il y aura un résultat au bout, sans pour autant chercher à savoir de quelle manière ce résultat va être obtenu. Savoir lâcher prise, c'est avoir confiance. Et parce que les femmes ont cette capacité naturelle à lâcher prise, elles peuvent davantage faire confiance à un esprit supérieur sans avoir pour cela à connaître la logique des étapes qui vont mener à ce résultat. Ce qui ne veut pas dire que le cerveau de l'un est meilleur que le cerveau de l'autre, mais habituellement, on doit apprendre aux hommes comment lâcher prise sans qu'ils aient à passer par tout un processus logique, et on doit apprendre aux femmes à être plus résolues, plus claires par rapport à ce qu'elles veulent obtenir. Cet équilibre se fait en tout état de cause et l'IRM le montre bien et on peut voir qu'il y a effectivement un échange et c'est bien de voir qu'il y a des hommes qui s'intéressent à toutes ces informations. Quand je parlerai cet après-midi, je ferai beaucoup appel à la science et ça bien sûr c'est pour les hommes, afin qu'ils soient davantage réceptifs. Vous êtes combien à avoir vu le film que s'étend vraiment de la réalité? La plupart des gens, quel que soit l'endroit du monde où j'ai pu leur parler, me disaient principalement la même chose. Ils me disaient: vous savez, ce film parle de quelque chose que je connaissais au fond de moi-même, même si, personnellement, je ne savais pas comment l'exprimer. Vous êtes combien à avoir eu ce sentiment? Ce film transcende les cultures, les races, le féminin et le masculin, le statut social et l'éducation. Il dit en résumé que la possibilité de changer est toujours là tant que vous êtes vivant et que vous avez un cœur qui bat. Ce film a permis aux gens de faire l'expérience de leur propre potentiel, de faire l'expérience de leur propre grandeur. Nous croyons tous au fond de nous-mêmes que nous pouvons mieux faire dans la vie. Nous croyons tous au fond de nous-mêmes que nous avons un potentiel. Et c'est une croyance qui transcende les cultures et les religions. Elle transcende le masculin et le féminin et toutes ces choses, car nous avons tous en nous un aspect divin qui nous donne le droit de recréer notre vie comme nous l'entendons.
Nous croyons donc en l'existence d'un champ quantique qui regorge de potentialités et qui dit que nous pouvons créer notre futur sur la base de la nature de nos pensées et de nos actions. Mais alors, pourquoi continuons-nous à créer les mêmes circonstances dans notre vie? Comment se fait-il que nous continuions à avoir les mêmes relations, le même travail et les mêmes conditions de vie? Comment se fait-il que nous continuions à avoir les mêmes attitudes tout en espérant un résultat différent? Pour changer donc, pour vraiment changer, il faut pouvoir penser et agir plus grand que les circonstances de votre vie. Changer, c'est penser et agir plus grand que votre environnement ou les conditions de votre monde. Le problème, voyez-vous, est que le cerveau, comme nous le dit la neuroscience, est le reflet de notre environnement. Il est organisé de façon à pouvoir refléter notre environnement personnel, notre propre vie. Il s'ensuit que les gens, les circonstances, les lieux et tous les événements que nous avons vécus, toutes les expériences que nous avons eues, s'organisent sous forme de structures neurologiques dans notre cerveau. Ce qui nous permet d'un côté de nous familiariser avec notre milieu et notre monde, mais d'un autre côté nous nous habituons à percevoir la réalité et à fonctionner de façon prédictible. En d'autres termes, puisque l'environnement est la source de mes pensées, et puisque les gens que je connais, les circonstances de ma vie et tous ces éléments particuliers sont à l'origine des différents circuits neuronaux qui se créent dans mon cerveau, cela signifie que je ne pourrai jamais penser plus grand que mon environnement. Et si ma pensée dépend de mon environnement, qu'est-ce que je continue à reproduire? Toujours la même chose. Changer donc, c'est se mettre à penser et à agir différemment en présence des mêmes circonstances. Je pense que la plus grande habitude avec laquelle nous devons rompre, c'est celle d'être nous-mêmes. La neuroscience et la psychologie nous disent qu'arrivé à l'âge de 35 ans, notre personnalité ou notre identité ne sera déjà plus qu'un ensemble de circuits cérébraux bien limités. La bonne nouvelle est que nous finissons alors par avoir la même merveilleuse vie que celle que nos parents ont eue. Mais de quoi s'agit-il au juste lorsque nous disons que, à l'âge de 40 ans, notre personnalité ne sera déjà plus qu'un ensemble de circuits cérébraux bien limités? En un mot, cela veut dire qu'à cet âge-là, nous aurons déjà vécu la plupart des expériences que la réalité nous aura offertes à travers nos sens. Et c'est en réalité pour cette raison que nous avons tendance à créer tous ces programmes et ces automatismes, car ils nous permettent de faire face aux différentes situations de la vie. Le problème est que nous utilisons ensuite ces automatismes pour éviter l'inconvénient d'avoir à apprendre quelque chose de nouveau. Car en fait, ce qui se passe lorsque nous atteignons le cap de la quarantaine, c'est que nous cessons d'apprendre et nous faisons appel à notre ressenti, qui devient alors notre moyen de penser. Nous évaluons chaque situation sur la base du ressenti qu'elle va créer en nous. Et si nous n'aimons pas le ressenti qu'une situation va créer, nous décidons de ne pas l'inclure dans notre expérience. Mais alors, quelle est la part que nous laissons à l'inconnu et à ce qui ne nous est pas familier? Et puis, si le cerveau change en fonction des expériences que nous avons eues, combien de nouvelles expériences avons-nous connues? Je pense donc que le film était très rafraîchissant dans le sens où il réunissait la physique quantique, la neurobiologie, la neuroscience, la neurophysiologie, la neuroendocrinologie, la physiologie sensorielle, la génétique, la biologie. Le film vous visez vous personnellement. Il parlait de vous et de moi. Et lorsque vous prenez conscience que vous êtes en fait, comme nous le dit la science, bien plus que ce que vous pensez être, vous comprenez alors qu'il vous est possible de faire quelque chose de votre vie. Vous commencez à voir la vie comme une sorte d'expérience scientifique à faire. Et du coup, quand vous n'aimez pas les conditions ou les circonstances de votre vie, vous vous dites alors que la solution réside peut-être dans votre façon de penser et d'agir. Ce qui veut dire, bien sûr, que vous aurez à acquérir de nouvelles informations et de nouvelles connaissances, car c'est ça qui oblige le cerveau à adopter de nouvelles façons d'apprendre. La connaissance est une force d'intégration qui permet au cerveau d'établir de nouvelles connexions et de nouveaux circuits. Voyez-vous,
quelqu'un qui emprunte les sentiers battus, c'est quelqu'un qui a tendance à renforcer ses circuits cérébraux, car il pense et agit toujours de la même manière. Et d'après la loi de la neuroscience, les cellules nerveuses qui sont activées ensemble se relient ensemble. Donc, si vous ne cessez d'entretenir les mêmes pensées et d'effectuer les mêmes gestes encore et toujours, vos circuits cérébraux deviennent limités et complets. Penser en dehors des sentiers battus oblige par contre le cerveau à fonctionner en créant de nouvelles séquences, en suivant de nouveaux schémas, de nouvelles combinaisons. Et pour cela, il faut une volonté active. Il se trouve que l'acquisition de nouvelles connaissances a aussi cet avantage, dans le sens où elle aide le cerveau à bien mélanger et à mieux réorganiser la façon dont il traite l'information. Et pour beaucoup de gens, le film était un bon commencement, car il les a obligés à adopter une nouvelle façon de penser. Êtes-vous d'accord avec moi? Et êtes-vous d'accord aussi pour dire que lorsque vous avez vu Marlee Matlin, le personnage principal du film, vous vous êtes dit « Mon Dieu, elle est infirme ». Et vous avez certainement pensé d'abord qu'elle était sourde, car on voyait qu'elle avait du mal à s'exprimer. Mais très vite, en faisant attention, vous vous êtes rendu compte qu'elle était en réalité infirme d'une autre manière et qu'elle percevait la réalité à travers le filtre de ses dépendances émotionnelles. Elle percevait la réalité à travers le filtre de son passé. Ne pensez-vous pas que nous faisons un peu de ça aussi dans notre vie, vous et moi? Ne serait-ce qu'un petit peu. Savez-vous que si vous prenez deux groupes de personnes, un premier groupe composé de personnes déprimées et un deuxième groupe composé de personnes jouissant d'une bonne santé sociale et mentale, et que vous montrez aux personnes déprimées un nombre égal de diaporamas de scènes funéraires et de scènes de mariage, devinez ce que les personnes déprimées disent avoir vu le plus à la fin de l'expérience. Elles disent toutes que les scènes funéraires sont bien plus nombreuses que les scènes de mariage. A contrario, si vous prenez des gens qui se sentent heureux et que vous leur montrez un nombre égal de diaporamas de scènes de mariage et de scènes funéraires, elles auront tendance à dire que les scènes de mariage sont plus nombreuses. Nous avons donc tendance à percevoir la réalité à partir de notre ressenti neurochimique. Et le personnage du film a connu un incident dans sa vie qui fut tellement choquant, tellement important émotionnellement parlant, qu'il ne pouvait pas voir son avenir ou quoi que ce soit d'autre si ce n'est à travers le filtre de son ressenti neurochimique. Non seulement donc notre cerveau organise nos circuits cérébraux d'une façon particulière en fonction de nos expériences, mais nous percevons la réalité en fonction de la manière dont nous sommes neurologiquement programmés. On a mené à ce propos une expérience auprès d'un groupe de participants à qui on a dit « Écoutez, nous voulons que vous portiez ces lunettes de façon permanente ». Ces lunettes avaient des verres de couleurs différentes. Quand les participants regardaient dans le verre gauche, ils voyaient la couleur bleue. Et quand ils regardaient dans le verre droit, ils voyaient la couleur jaune. Ils devaient porter ces lunettes tout le temps. 2 semaines plus tard, on a fait revenir les participants au laboratoire et on leur a dit « Regardez à gauche, quelle couleur voyez-vous » « Nous ne voyons pas de couleur. »« Non, regardez bien à gauche, leur a-t-on dit, vous devriez voir du bleu. »« Nous ne voyons pas de bleu. »« Regardez maintenant à droite, quelle couleur voyez-vous ?»« Nous ne voyons pas de couleur, ont-ils répondu. » Et c'était là l'une des premières expériences en neurosciences à prouver que c'est en réalité le cerveau qui voit et non pas les yeux. Car s'il ne s'agissait que des yeux qui regardaient, les participants auraient vu toujours du bleu en regardant d'un côté et du jaune en regardant de l'autre. Mais cette expérience a surtout prouvé que les participants faisaient appel à leur mémoire pour remplacer la réalité. Leur cerveau remplaçait l'image du monde extérieur en se basant sur le fonctionnement de l'esprit. Et c'est quelque chose que nous faisons, cela dit, tout le temps, vous et moi. Pourquoi est-ce si difficile de changer donc? Pourquoi est-ce si difficile de commencer à changer? Savez-vous qu'à chaque fois que vous avez une pensée, vous produisez une substance chimique et que si vous avez de grandes pensées ou des pensées illimitées ou des pensées heureuses, vous produisez en l'espace de quelques secondes des substances chimiques qui vous font sentir merveilleusement bien ou illimités ou heureux.
En d'autres termes, cette chose immatérielle qu'on appelle la pensée active un certain nombre de circuits dans le cerveau qui produit alors des substances chimiques afin que notre ressenti puisse être en parfaite adéquation avec nos pensées. Et quand vous avez des pensées négatives ou des pensées dévalorisantes sur vous-même ou des pensées malheureuses, que se passe-t-il en l'espace de quelques secondes? Vous vous sentez négatif, indigne ou malheureux. Pourquoi? Parce que vos pensées envoient un signal au corps pour qu'il puisse refléter votre façon de penser. Et puisque le cerveau est en constante communication avec le corps et qu'il est toujours en train d'évaluer l'environnement interne, quand il remarque la nature de votre ressenti et puisqu'il a tendance à penser en fonction de votre ressenti, il produit par conséquent les substances chimiques adéquates pour que votre ressenti soit en adéquation avec vos pensées, qui créeront alors le ressenti adéquat qui créera les pensées adéquates qui créeront le ressenti adéquat et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout cela devienne ce qu'on appelle un état d'être. Et ce qui se passe, c'est qu'à force de penser à partir de ce que vous ressentez et de ressentir à partir de ce que vous pensez, votre ressenti devient votre moyen de penser. Et si vous ne pouvez pas penser plus grand que votre ressenti, il vous est impossible de changer. Pour changer donc, vous devez penser plus grand que votre ressenti. Imaginez quelqu'un qui a une pensée d'insécurité. Pas forcément quelqu'un ici, mais n'importe qui. Quand vous avez une pensée d'insécurité, que se passe-t-il en l'espace de quelques secondes? Vous commencez à ne plus vous sentir en sécurité, n'est-ce pas? Et dès l'instant où vous ne vous sentez plus en sécurité, comment sont vos pensées? En adéquation avec votre ressenti. Et votre ressenti va à son tour créer des substances chimiques en adéquation avec vos pensées. Et nous créons tous des traits de personnalité à partir de nos pensées et de notre ressenti. Cette continuité neurochimique qui résulte de notre façon de penser et de ressentir crée ensuite un état d'être avec lequel nous finissons par nous identifier. Et arrivé à l'âge de 35 ans, cette boucle de continuité neurochimique sera devenue notre façon de nous définir en tant qu'identité. Et vous seriez d'accord pour dire que si vous pensez à partir de votre ressenti et que vous ressentez à partir de vos pensées et que si vous produisez pendant 20 ans les mêmes substances chimiques qui conditionnent votre corps, celui-ci sera conditionné après un certain temps à suivre les ordres de l'esprit tel un domestique ou un animal. Et sachant que le corps et l'esprit fonctionnent ensemble, êtes-vous d'accord pour dire aussi qu'après 20 ans de souffrance par exemple, après 20 ans passés à penser à partir de votre ressenti et à ressentir à partir de vos pensées, vous conditionnez votre corps à s'habituer à ce bain de substances chimiques et aux émotions qui en résultent, et qu'après un si long conditionnement, le corps aura acquis assez d'informations pour devenir l'esprit. Voyez-vous, une habitude se forme quand le corps devient l'esprit. Imaginez que vous vous dites « D'accord, je comprends. J'ai souffert pendant 20 ans, mais aujourd'hui je vais arrêter de souffrir. Je vais proclamer au monde, à ma famille et à moi-même que je vais être heureux. J'ai choisi d'être heureux et je vais faire toutes les choses susceptibles de servir ma propre joie et ma propre évolution. » Vous avez dû tous faire cette expérience, n'est-ce pas? Et effectivement, pendant un moment, vous ne pensez et ne réagissez plus de la même manière, d'accord? Le problème est que 1 heure plus tard, les cellules qui ont l'habitude d'être activées ensemble quelque part en bas de votre cerveau s'aperçoivent que celui-ci ne leur fournit plus les mêmes substances chimiques. Et alors, elles s'interrogent et disent « Mais qu'est-ce qu'elles peuvent bien fabriquer là-haut ?» Nous sommes là depuis 20 ans. Nous avons modifié nos récepteurs et nous sommes déjà prêtes à connaître l'état neurochimique habituel. Et voilà que tout d'un coup, il n'y a plus de substances chimiques. Les cellules disent alors, on ne va pas supporter ça longtemps. Approchez-vous, approchez-vous. Et puis elles disent, il faut quand même dire au cerveau que le boss c'est nous. Nous avons été conditionnés, nous avons été entraînés à cette manière d'être grâce à un cycle continuel de réactions neurochimiques. Et puis elles disent encore, bien, unissons-nous. Et elles envoient un message direct au cerveau en passant par la moelle épinière. J'appelle ça la voie rapide, lui ordonnant de créer des circuits neuronaux différents pour que nos pensées puissent concorder avec le ressenti auquel notre corps a été habitué.
And by the same means, because we're not making the same chemical. D'ailleurs, lorsque nous ne fabriquons plus les substances chimiques qu'on est supposé fabriquer, le thermostat de ces substances chimiques, c'est-à-dire l'hypothalamus, quand il constate cette baisse de substances chimiques, il envoie un signal au cerveau pour lui demander de faire en sorte que nos pensées soient en conformité avec notre ressenti habituel. Et en l'espace de quelques secondes, vous commencez à entendre ces subvocalisations, vous savez, ces voix, ce bavardage, ces autosuggestions qui vous disent You can start. « Tu peux commencer demain, tu sais ». Today is not Demain, ça sera mieux. right Et because pourtant, vous aviez proclamé que vous vouliez changer et vous vous étiez dit « Je ne vais plus me plaindre, je ne vais plus blâmer personne, je ne vais plus inventer des excuses. Et bien sûr, si vous êtes italien, je ne vais plus m'apitoyer sur moi-même. » I'm going to stop all of these thoughts and actions. Vous vous étiez And dit, because they effectivement, no longer je vais mettre fin à tel ou tel type de pensée et de comportement. Le problème est qu'en changeant vos pensées, votre corps, maintenant qu'il est devenu l'esprit, se met à envoyer des signaux au cerveau, aussi bien par le truchement de la voie rapide du système nerveux que par le truchement de la voie lente des circuits cérébraux en vue d'influencer vos pensées, vous éloignant ainsi de la grandeur à laquelle vous aspiriez. Car en effet, lorsque ces voix apparaissent dans votre esprit, vous y croyez, vous pensez que ça vient de vous. Et une fois que vous les avez acceptées comme venant de vous, tout recommence comme avant. So if a habit is Puisque nous savons que l'habitude est le fait pour le corps de devenir l'esprit, changer donc consiste à retirer au corps le contrôle qu'il a sur l'esprit et à redonner ce contrôle au cerveau, ce qui requiert une volonté active. C'est aussi pour cette raison que vous voyez des gens proclamer vouloir être heureux ou vouloir faire des choses qui soient bénéfiques à leur développement personnel, mais vous les retrouvez une heure plus tard affalés sur un canapé avec la télécommande à la main en train de manger une glace sans avoir la moindre idée comment ils en sont arrivés là. so the mind and the body have to be working together in order for us to change. Pour que nous puissions changer donc, l'esprit et le corps doivent marcher de concert. Combien de fois nous proclamons vouloir quelque chose, mais nous oublions que, après tant d'années de conditionnement, notre corps, lui, s'est habitué à un tout autre programme. And if we repeat Nous oublions que, à force de répéter une pensée ou un geste maintes et maintes fois, nous apprenons à notre corps à devenir l'esprit et à le connaître bien mieux que ne le fait le cerveau lui-même. Vous est-il déjà arrivé de ne pas vous souvenir d'un numéro de téléphone? Et comme vous ne pouviez pas vous en souvenir consciemment, vous aviez pris le combiné et vous aviez fait ça. Que s'était-il passé à cet instant précis? Vous ne vous souveniez plus consciemment du numéro que vous vouliez composer. Mais étant donné que vous l'aviez fait assez de fois, votre corps était devenu maintenant bien plus apte à le faire que ne le pouvait votre propre cerveau. Et c'est le même phénomène qui est en jeu quand il s'agit de l'acquisition des automatismes. Les différents systèmes cérébraux que nous possédons, car nous avons en effet 3 cerveaux en un, sont conçus de façon à ce que nous puissions passer de l'étape de la pensée à celle de l'action et puis à celle de l'être. Seulement, arrivé à l'étape de l'être, nous aurions déjà appris au corps à mieux connaître nos besoins que ne peut le faire l'esprit lui-même. Donc, dans le cas d'une personne qui a passé 20 ans à souffrir, 20 ans à entretenir les mêmes pensées, à effectuer les mêmes gestes et à envoyer les mêmes signaux au corps, seriez-vous d'accord pour dire que, après tant d'années, le corps et l'esprit de cette personne se seront habitués à fonctionner ensemble? Seriez-vous d'accord pour dire que cette personne sera alors passée maître dans l'art de souffrir? Que son bain chimique interne sera devenu bien plus important pour elle que n'importe quel autre stimulus externe? Qu'elle pensera et agira plus grand que son environnement? N'est-ce pas qu'il s'agit là, si l'on prend les choses au premier degré, d'une véritable maîtrise, puisque la personne pense et agit plus grand que son environnement? Vous connaissez tous des gens autour de vous qui s'obstinent à rester dans leur souffrance, et quand vous leur dites « Écoutez, ce soir on va sortir dîner avec des amis, ensuite on va aller voir un spectacle comique, après quoi nous allons rencontrer d'autres amis avec qui nous irons prendre un verre ou deux, vous voulez venir avec nous ?» Non, je ne peux pas. Je ne veux pas mettre fin à cet état chimique auquel je me suis bien habitué.
It's way too familiar. C'est un état que je connais si bien. So are they insisting on a chemical state? And their insistence on that chemical order. Ne pensez-vous donc pas qu'en réagissant de la sorte, ces gens s'obstinent à maintenir leur état chimique tel quel, et que leur état chimique est plus important pour eux que n'importe quel autre stimulus? Ces gens pensent au premier abord plus grand que leur environnement. Seriez-vous d'accord avec ce constat? Et ne pensez-vous pas qu'il eût été mieux pour eux de chercher à acquérir des connaissances pour pouvoir être joyeux et d'appliquer ensuite ce qu'ils ont appris, de le personnaliser, de le prouver? Ne pensez-vous pas que s'ils venaient à modifier leur comportement et à accepter d'avoir de nouvelles expériences, ne pensez-vous pas qu'ils connaîtraient de nouveaux sentiments qui, à force d'être expérimentés, finiraient par se transformer en un état d'être appelé la joie? Et n'est-ce pas que s'il s'efforçait de maintenir cet état intérieur, celui-ci deviendrait une habitude tellement ancrée qu'elle aurait bien plus de poids que n'importe quel stimulus externe? Théoriquement, n'est-ce pas que c'est le même processus qui s'applique dans ce cas aussi? Il s'agit donc bel et bien d'apprendre à rompre avec l'ancien soi pour acquérir un nouveau soi. Now, over the last 8 years, I've studied spontaneous remission. Pendant les 8 dernières années, j'ai étudié les rémissions spontanées de maladies. Je me suis rendu dans 17 pays différents et j'ai parlé à de nombreuses personnes ayant été diagnostiquées avec des maladies graves. Now, they went to their doctor. Il s'agit de patients qui ont consulté leur médecin et suite à un examen médical et après soit une prise de sang, une analyse d'urine, une radio ou un IRM ou un tout autre type de scanner, leur médecin a diagnostiqué chez elles un problème de santé grave. Cependant, après être retournés voir le médecin plus tard, ces personnes ont découvert que leur problème de santé avait disparu. So I wanted to find out what they had. Je voulais donc savoir ce que ces personnes avaient en commun, afin qu'on puisse, une fois les pièces du puzzle rassemblées, en dégager quelques idées intéressantes sur le plan scientifique. Vous savez, lorsque quelque chose se produit en science une fois, on parle du hasard. You know, Une personne guérie d'une maladie, on dit que c'était un hasard. now if you Lorsque deux événements connexes se produisent dans un temps relativement proche, comment appelle-t-on ça? a code, Une coïncidence. Vous avez vu quelle coïncidence? Deux personnes ont guéri simultanément. Et puis, quand vous avez des événements qui se produisent 3, 4 ou 5 fois, nous sommes à ce moment-là face à une tendance, un modèle, une loi. Et tout ce qui est répétable en science devient une loi. so I wanted to see what the cause was. Je voulais donc savoir quelle était la raison derrière ces guérisons. Vous me suivez toujours? So I wanted to Je vais vous dire d'abord ce que ces personnes n'avaient pas en commun. D'accord? Not everybody was a male. Tout le monde n'était pas homme, Not everybody was white. tout le monde n'était pas blanc, Not everybody, tout le monde n'était pas végétarien, not everybody prayed to the tout le same. monde ne priait pas le même Dieu, certains n'y croyaient même pas, Not everybody was a rabbi or a priest or a minister. tout le monde n'était pas rabbin, prêtre, pasteur ou moine. I don't think any. Je ne pense pas qu'il y avait des personnes chastes, ou très peu. None of them used crystal. Aucune n'utilisait des cristaux ou des choses de ce genre. But what they did do is that they Par changed contre, their mind. une chose est sûre, elles avaient toutes adopté une nouvelle façon de penser. Pensez-vous qu'en changeant votre façon de penser, vous pouvez influer sur votre corps? Pensez-vous que c'est possible? You think so? Vraiment? So I wanted to find Je out. voulais donc savoir qui étaient ces gens. Et après de nombreux entretiens, j'ai trouvé que les personnes qui avaient connu une rémission spontanée avaient toutes 4 choses en commun. The first thing that they had. La première chose qu'elles avaient en commun est qu'elles acceptaient toutes le fait qu'il puisse exister un esprit plus grand qu'elles qui leur donnait la vie. Elles le croyaient et elles le savaient. Now you may call that a spiritual intelligence. You may call that the. Vous pouvez appeler cet esprit l'intelligence spirituelle, la force de vie, l'esprit universel à l'œuvre en vous. Vous pouvez l'appeler le Dieu intérieur, l'intelligence innée. Peu importe le nom que vous voulez lui donner. Elles parlaient toutes, en tout cas, de ce quelque chose, de cet aspect immatériel d'elles-mêmes qui leur donne la vie et qui n'est pas quelque part à l'extérieur, mais à l'intérieur. Now there's nothing mystical about this intelligence, by the way. Cela étant dit, cette intelligence n'a rien de mystique. C'est la même intelligence qui est en train de faire battre votre cœur en ce moment même.
Votre cœur pompe 5 litres de sang par minute, soit 300 litres de sang par heure. Et ce sang traverse 100 000 fois par jour des vaisseaux sanguins qui, mis bout à bout, représentent une longueur d'environ 100 000 kilomètres. Pensez-vous à maintenir les battements de votre cœur? Avez-vous besoin de vérifier si une quelconque valve doit être changée, par exemple? Ou est-ce qu'il y a un esprit plus grand qui prend soin de tout cela à votre place pour que vous puissiez jouir de votre libre arbitre et faire l'expérience de la vie? And do you know that every single second, Et savez-vous qu'à chaque seconde, vous perdez 10 millions de cellules? oh, you just made another 10 Oh, billion. 10 autres millions de cellules viennent de naître. Est-ce que vous y pensiez? And that in every single cell of your body, in one cell, in 1 second, Et savez-vous que chaque cellule de votre corps passe par 100 000 réactions chimiques toutes les secondes? Et multipliez maintenant ce chiffre par les 70 ou les 100 milliards de cellules qui composent votre corps. Avez-vous besoin de surveiller le fonctionnement de tout cela? Ou est-ce qu'il y a un esprit qui, avec sa liste interminable de choses à faire, en prend soin à votre place? and that there's little tiny enzymes that zip through your Et savez-vous que vous avez de toutes petites enzymes minuscules qui parcourent votre ADN? Et que si vous prenez l'ADN d'une seule cellule, une cellule de votre peau, et que vous mettez cet ADN bout à bout, il aura une longueur de 2 mètres. Et que si vous prenez tout l'ADN de votre corps et que vous le mettez bout à bout, vous obtiendrez une longueur de l'équivalent de 150 fois l'aller-retour jusqu'au Soleil. Et pourtant, si vous prenez l'ADN de tous les humains vivant sur cette planète et que vous comprimez le tout cet ADN pourrait tenir dans un grain de riz. and there are these little enzymes Et avec ça, il y a toutes ces enzymes minuscules qui parcourent l'ADN comme des flèches pour s'assurer qu'il n'y a pas de mutation et pour maintenir votre corps organisé et en bon état de marche. So these people said, there is a mind Ces personnes disaient donc, il existe un esprit qui a une volonté bien plus grande que la mienne, un esprit dont l'esprit est bien plus grand que le mien, un esprit dont l'amour pour la vie et pour moi est bien plus grand que l'amour que j'ai moi-même pour la vie. So they reasoned that Leur raisonnement était le suivant. Elle disait, si ma volonté pouvait concorder avec sa volonté, si mon esprit pouvait concorder avec son esprit, si mon amour pour la vie pouvait concorder avec l'amour qu'il a pour moi, alors peut-être qu'il interviendrait et effectuerait la guérison à ma place. and so they began to develop a relationship with this mind. Ces personnes se sont donc mises à développer une relation avec cet esprit. Elles ont pris du temps sur leur journée pour interagir avec lui, malgré le fait qu'elles ne pouvaient ni le voir, ni le goûter, ni le sentir ou l'entendre. Elles disaient, bien, cet esprit me donne la vie, et puisqu'il me donne la vie, alors je sais qu'il existe. Je vais donc lui indiquer des directions, disait-elle. Je vais lui donner des ordres, lui spécifier un modèle ou un plan à suivre, et alors, peut-être, effectuerait-il la guérison à ma place, à condition que je m'écarte du chemin. Voyez-vous, nous chevauchons un géant, et tout ce que nous devons apprendre à faire, c'est de lui chuchoter aux oreilles. So that's the first thing they had in common. C'était ça la première chose que ces personnes avaient en commun. La deuxième chose qu'elles avaient en commun est qu'elles disaient toutes, ce sont mes pensées, mes réactions à la vie qui ont créé ma maladie. Elle ne disait pas c'est à cause de mon mari qui m'a quitté en me laissant 3 enfants sur les bras ou c'est parce que j'ai été maltraitée par mon père qui était alcoolique. Elle ne disait pas je suis malade parce que je suis une femme ou parce que je fais partie d'une minorité ou à cause de tel ou tel événement qui s'est produit dans ma vie. Non, elle disait ce sont mes pensées et mes propres réactions qui sont à l'origine de ma maladie. Et comme nous l'avons vu, le fait qu'elles aient continué à constamment penser à partir de leurs ressentis et à ressentir à partir de leurs pensées, elles ont maintenu leur corps dans un état de statu quo, produisant ainsi les mêmes réactions chimiques qui, à force de répétition, ont fini par activer un jour les boutons génétiques qui ont déclenché leur maladie. So, neuroscience says that the brain is La neuroscience nous dit donc que le cerveau est très malléable et qu'il peut changer complètement durant notre vie adulte, comme l'ont prouvé de nombreuses expériences qui ont été menées sur des septuagénaires qui ont eu des attaques et qui, après avoir appris à reprogrammer leur cerveau et après avoir reçu la connaissance et les instructions nécessaires, ont pu retrouver l'usage d'un membre qui a été paralysé parfois pendant plus de 10 ans.
Mais cette malléabilité s'applique aussi à nos gènes, nous dit-on aujourd'hui. Vous vous souvenez quand on vous disait que vos gènes étaient fixes et que les raisons à vos problèmes de santé étaient dues au déterminisme génétique. Et puis voilà que tout d'un coup, la science nous apprend que les scientifiques nous avaient menti et que ce ne sont pas nos gènes qui activent les boutons génétiques et causent la maladie, mais que celle-ci est le produit de notre environnement. De nombreux généticiens s'étonnent maintenant de savoir que c'est en effet notre environnement interne et notre façon de le gérer qui active les boutons génétiques à l'origine de nos maladies. Que les gènes sont en réalité comme des interrupteurs dont certains peuvent être allumés et d'autres éteints, et que notre corps est une machine à produire des protéines. Skin cells make skin protein. Les cellules adipeuses, par exemple, fabriquent des protéines appelées collagène et élastine. Les cellules musculaires fabriquent des protéines appelées actine et myosine. Les cellules stomacales fabriquent des protéines appelées enzymes. Le corps est donc une machine à produire des protéines. Quand ils sont activés, les gènes fabriquent des protéines, mais s'il y a redondance des signaux chimiques, si nous continuons à activer les mêmes gènes, ces gènes s'usent, exactement comme les engrenages dans une voiture, et nous nous mettons alors à fabriquer des protéines de moindre qualité. D'ailleurs, que se passe-t-il lorsque nous avançons en âge? Qu'arrive-t-il à vos muscles, à vos os, à vos enzymes, à votre peau, à vos cheveux? C'est une question de protéines. Avec l'âge, le corps se met à fabriquer des protéines de moindre qualité. Si vous admettez donc que vos gènes sont comme des interrupteurs, ne pensez-vous pas que certains gènes sont maintenus activés et d'autres désactivés? Et ne pensez-vous pas qu'en activant constamment les mêmes gènes, nous risquons d'activer le même interrupteur génétique que celui que nous avons hérité de nos parents? Pensez-vous que ça puisse être possible? Et ne pensez-vous pas que vous pourriez, en changeant l'ordre des substances chimiques de votre corps, activer certains interrupteurs et en désactiver d'autres? Pensez-vous que c'est possible? Pourquoi, à votre avis, lorsqu'une personne doit faire face à des épreuves dans sa vie, à des événements stressants, ses cheveux deviennent gris du jour au lendemain? Comment est-ce possible? C'est le travail des gènes qui est à l'œuvre. Un interrupteur est activé, un autre est désactivé, et le corps se met alors à fabriquer des protéines de moindre qualité. Si vous pensez donc que vos réactions et vos pensées peuvent créer la maladie, ne pensez-vous pas qu'elles peuvent aussi créer la santé? Combien êtes-vous à penser que c'est possible? Bien, je sens que nous sommes sur la bonne voie. Une expérience a été menée auprès de personnes atteintes de diabète. Vous savez ce qu'est le diabète, n'est-ce pas? Quelqu'un de diabétique, c'est quelqu'un dont le corps ne fabrique plus suffisamment d'insuline. L'insuline est nécessaire à votre organisme parce que quand vous faites un repas, votre corps cherche à obtenir de l'énergie. Et étant donné que le sucre et le glucose sont l'énergie la plus immédiatement disponible, quand vous faites un repas, le sucre augmente dans votre corps et le pancréas reçoit alors un signal pour sécréter de l'insuline qui se charge de prendre le sucre dans votre sang et de le déposer dans les cellules pour qu'elles aient de l'énergie. Vous me suivez? C'est un mécanisme tout simple. Les participants à cette expérience souffraient du diabète de type 2. On appelle diabète de type 2 le diabète que vous développez plus tard dans votre vie, en raison d'un style de vie ou en raison de facteurs héréditaires quand il se manifeste. Le problème du diabète de type 2 est un problème de communication entre le foie et le pancréas. Après un repas, le niveau de sucre dans le sang chez les diabétiques reste élevé et ils doivent prendre de l'insuline en injection ou en pilule afin de réguler leur taux d'insuline et garder ainsi le sucre dans le sang dans des proportions normales. Car si le taux du sucre est trop élevé ou trop bas, vous finissez par être intoxiqué ou par avoir de gros problèmes. Le taux normal du sucre dans le sang doit se situer entre 60 mg et 120 mg par décilitre environ. Vous me suivez toujours? Si vous avez le diabète et que le taux de votre sucre atteint les 120 mg, votre cas est déjà suspect. Et s'il atteint les 180 mg, votre situation devient alors critique. Toutes ces personnes étaient donc suivies médicalement et elles étaient toutes atteintes de diabète de type 2. Et écoutez, leur a-t-on dit, voilà ce que nous allons faire. Nous allons mesurer le taux de votre sucre dans le sang avant de manger.
et nous allons vous faire visionner soit une conférence ennuyeuse, soit un spectacle comique d'1 heure. Et après un repas délicieux, nous mesurerons de nouveau votre taux de sucre dans le sang. Now, the people who watched the humorous lecture and then ate the meal and they had their blood Et en effet, le taux de sucre sanguin de ceux qui avaient visionné la conférence ennuyeuse était d'environ 123 mg par décilitre, right above the seam of normal. juste un peu plus haut que la normale. Now, the people who watched the comedy Tandis que chez ceux qui avaient assisté à un spectacle comique d'1 heure, le taux du sucre sanguin était de 70 mg par décilitre seulement, sans injection d'insuline ni rien, juste par le fait d'avoir été joyeux. and when the scientists, the genetics, Après avoir été étudiés ultérieurement par les généticiens, les résultats de cette expérience ont montré que les participants avaient activé 24 gènes par le simple fait d'avoir été joyeux. 24 genes in 24 gènes. Et c'était là la première fois dans l'histoire de la génétique qu'on réussissait à démontrer que l'on pouvait activer certains gènes et en désactiver d'autres en gérant notre environnement interne. So, Or, si nous éprouvons les mêmes sentiments tous les jours, et si notre ressenti devient notre moyen de penser, et que nous maintenions ce statu quo dans notre corps, vous comprenez bien que certains gènes resteront toujours activés et d'autres désactivés, et tout changement deviendra impossible. so these people reason that they have Ces personnes ont eu donc le raisonnement suivant. Elles se sont dit que si elles voulaient changer, elles devaient rompre avec l'habitude d'être elles-mêmes. Elles se sont dit, je ne veux plus penser ou agir de cette façon. Ce qui a causé ma maladie, ce sont mes 20 ans de haine, mes 10 ans de souffrance, mes 5 ans de colère, et le fait que j'étais vraiment quelqu'un de malheureux. Now, do you know that 75 Savez-vous que 75 à 90% des personnes qui consultent en Occident le font à cause d'un déséquilibre en rapport avec le stress? that stress is the number Le one stress est le premier facteur responsable du dysfonctionnement du corps. C'est quoi le stress? C'est notre réaction au monde extérieur. Lorsque nous nous sentons menacés ou lorsque nous sommes face à une situation potentiellement dangereuse ou troublante, une partie du cerveau primitif, appelée le cerveau médian ou le cerveau limbique, s'active et stimule le système nerveux responsable de nos réactions de survie. Vous avez déjà entendu parler de ce système nerveux. and when the fight or flight Et lorsque le système nerveux responsable de nos réactions de survie est activé, il libère une quantité considérable d'adrénaline et de cortisol pour permettre à notre corps de gérer les situations d'urgence. and so we have Les humains ressentent 3 types de stress. Le stress physique, tel que le stress qu'on ressent suite à un accident de voiture ou suite à des chutes ou des blessures. Le stress chimique dû aux pesticides, aux produits polluants, aux toxines, aux déséquilibres hormonaux et aux allergies. Ce sont tous des stress chimiques. Et puis il y a le stress émotionnel ou le stress psychologique. Vous voyez de quoi je parle. Les connexions à Internet, traffic les embouteillages, les hypothèques, la monoparentalité. Chez les humains, cependant, toutes les formes de stress finissent par se transformer en stress psychologique. En effet, si vous vous blessez, vous ne pouvez plus travailler. Et si vous ne pouvez plus travailler, vous avez des problèmes financiers qui deviennent un stress émotionnel. If we had a gazelle Imaginez qu'on avait une gazelle là-bas en train de brouter dans la nature et que tout d'un coup un animal, un lion par exemple, apercevait la gazelle. Dès l'instant où le lion aperçoit la gazelle et se met à la pourchasser et que celle-ci se sent attaquée, le système nerveux responsable des réactions de survie s'active instantanément aussi bien chez la gazelle que chez le lion. Et ils doivent alors mobiliser tous les deux une quantité considérable d'énergie face à ce stress, afin qu'ils puissent soit manger ou se sauver ou alors être mangés. Donc, dès l'instant où la gazelle perçoit le danger, son système nerveux sympathique ou le système nerveux responsable des réactions de survie est activé et mobilise toute l'énergie nécessaire. Si elle réussit à se sauver, qu'est-ce qui se passe? 15 minutes plus tard, elle retourne brouter, n'est-ce pas? Et qu'en est-il du lion? Il se dit, ouf, j'ai besoin d'une sieste. C'était beaucoup de travail tout ça. C'est ce qu'on appelle un stress intelligent. Le stress se produit, le système responsable des réactions de survie est activé, l'énergie est mobilisée et tout retourne à la normale. Mais chez les êtres humains, You see, when we turn voyez-vous, lorsqu'une réaction au stress est activée sans qu'on puisse la désactiver, on se dirige alors tout droit vers la maladie.
Et nous avons, en tant qu'êtres humains, cette capacité surprenante. Nous avons ce privilège de pouvoir faire de la pensée quelque chose de plus réel que n'importe quoi d'autre. Et c'est quelque chose que nous faisons tout le temps. So now what we do is, because we have this big memory bank, we can Et vu notre grande capacité de mémoire, nous pouvons prévoir un événement sur la base de nos expériences passées. Et puisque nous pouvons anticiper et prévoir, nous pouvons préparer notre corps à l'événement avant même que celui-ci ne se produise. And when we get it right, we Et pat quand il nous ourselves on arrive the d'avoir shoulder raison, and say, on se tapote l'épaule et on se dit « Regardez à quel point je suis malin, moi. Je ne me suis pas trompé. » Toutefois, que se passe-t-il en vrai quand nous commençons à nous préparer en vue d'un événement mais que celui-ci ne se produit pas? Ça s'appelle anxiété, ça s'appelle dépression, névrose, troubles obsessionnels compulsifs, ça s'appelle insomnie et autres troubles du même genre. Because when we begin to Car lorsque nous commençons à nous focaliser sur une pensée et à préparer le corps à un événement réel ou imaginé qui est supposé se produire, nous activons la réaction au stress juste par la pensée. Et en activant la réaction au stress juste par la pensée sans que nous puissions la désactiver, des substances chimiques puissantes du genre cortisol et adrénaline activent les anciens gènes dans notre corps. À leur tour, ces gènes se mettent à activer les mêmes conditions de santé que nos parents ont connues. Vous me suivez toujours? So you have an emotional reaction. An emotional Donc, reaction- imaginez que vous avez une réaction émotionnelle. Il est tout à fait normal d'en avoir. Quand vous avez une réaction émotionnelle, il y a des substances chimiques qui sont libérées pendant toute cette période passée à attendre que l'événement se produise. Et en Occident, les émotions sont considérées comme quelque chose de tellement réel. Et quand nous conservons nos réactions émotionnelles pendant des heures ou des jours à la suite, savez-vous ce qu'elles deviennent? Elles se transforment en humeur. Je suis de mauvaise humeur, c'est ce que nous disons. And if you keep a mood going for Et lorsqu'une humeur est entretenue pendant des semaines ou des mois, ça devient un tempérament. and if you keep a temperament running, Et lorsqu'un tempérament est entretenu pendant des mois ou des années, ça devient un trait de personnalité. Et il semblerait que tous nos traits de personnalité sont créés à partir de nos réactions émotionnelles. now during that refractory period where those chemicals are Et running, durant toute cette période passée à attendre que l'événement se produise, nos réactions émotionnelles continuent à activer des substances chimiques, sachant qu'il y a toujours une énorme différence entre les choses telles qu'elles nous apparaissent et les choses telles qu'elles sont en réalité. En d'autres termes, les substances chimiques libérées suite à nos réactions émotionnelles sont de puissantes substances de survie qui conduisent le grand cerveau pensant à réagir comme un animal pourchassé qui doit porter toute son attention sur le corps, l'environnement et le temps. C'est le mode de survie. Et lorsque notre cerveau est en mode de survie, toute notre attention est fixée sur le corps, l'environnement et le temps. Le temps s'accélère, nous nous inquiétons pour notre corps et nous portons toute notre attention sur l'environnement extérieur. Et puisqu'il y a un fossé entre la manière dont nous envisageons un événement et l'événement en lui-même, quand nous agissons préventivement, nous finissons toujours par le regretter en disant « Je n'aurais jamais dû dire ça, je n'aurais jamais dû faire ça, je n'aurais jamais dû penser ça ». so these people Ces began to personnes realize ont that donc it was commencé their à prendre reaction to conscience their du own fait que c'était leur réaction et leur propre pensée qui avaient activé leur réaction au stress, sans qu'elles puissent la désactiver, que c'était leur propre pensée et sentiments qui étaient à l'origine de leurs réactions chimiques intérieures, et que ces dernières avaient fini par activer certains gènes et désactiver d'autres. Et alors ils se sont dit, nous allons devoir arrêter tout cela, nous devons mettre fin à cette situation, nous devons rompre avec l'habitude d'être ce que nous sommes. Ce qui m'amène à mon troisième point. La troisième chose que ces personnes avaient en commun est qu'elles se disaient ceci. Je vais devoir me réinventer. Je vais devoir devenir quelqu'un d'autre. Je ne veux plus être la même personne. Et elles se sont mises à se poser de vraies grandes questions. Je les appelle les questions du lobe frontal. Des questions telles que comment je me sentirais si j'étais quelqu'un d'heureux? Y a-t-il une personne de mon entourage que je connais et qui est heureuse? Que dois-je changer chez moi pour devenir joyeux? Qu'est-ce que je fais ou quelles sont mes propres réactions qui provoquent chez moi tel ou tel sentiment? Qu'est-ce que je peux faire pour contrôler tout cela? Quel est le personnage historique pour qui j'ai de l'admiration et à qui je veux ressembler?
And as they began to ask those Et au questions, fur et à mesure qu'elles se posaient ces questions, au fur et à mesure que les réponses leur parvenaient, leur cerveau s'est mis à fonctionner avec de nouvelles séquences, en suivant de nouveaux schèmes, de nouvelles combinaisons. Et chaque fois que nous faisons marcher notre cerveau différemment, nous fabriquons un nouvel esprit, car l'esprit est le produit de ce que fait le cerveau. L'esprit, c'est le cerveau en action, c'est le cerveau à l'œuvre. so they began to change the way their brain was Ces personnes ont donc commencé à changer la manière dont leur cerveau fonctionne par le seul fait de penser. Pensez-vous qu'il vous est possible de changer votre cerveau simplement en pensant? Combien êtes-vous à penser que c'est possible? So let me ask you this. Permettez-moi alors de vous poser cette question. Si vous pensez que vous pouvez changer votre cerveau par le simple fait de penser, ne pensez-vous pas qu'en continuant à penser de la même manière, vous maintenez votre cerveau dans un état de statu quo? Et ne pensez-vous pas qu'en continuant à vivre les mêmes expériences, votre cerveau est stimulé toujours de la même manière? So they did this experiment where they took Une people expérience who never a played the piano. été menée auprès de personnes qui n'avaient jamais fait du piano auparavant. Après les avoir divisées en 4 catégories, on leur a dit « Écoutez, ce que nous voulons faire, c'est connecter votre cerveau à un scanner pour voir l'état de votre cerveau au repos. Ensuite, nous vous emmènerons dans un laboratoire où nous vous ferons faire quelques exercices de piano pour voir si ce que vous faites ou ce que vous apprenez change quelque chose dans votre cerveau. » So they said to the people, okay, first group of people, come On in. leur a dit donc, venez au laboratoire et nous allons vous montrer des gammes et des accords à jouer au piano. Nous voulons que vous soyez attentifs et nous voulons que vous pratiquiez ces gammes et ces accords et que vous les répétiez physiquement 2 heures par jour pendant 5 jours. Elles ont dit d'accord et elles ont pratiqué 2 heures par jour. Et à la fin du 5e jour, on a scanné leur cerveau de nouveau. Et devinez ce qui s'était passé. Tout un tas de circuits s'étaient formés dans leur cerveau. Et ce n'étaient pas des génies, d'accord? En fait, c'est simple. Vous apprenez quelque chose de nouveau et cet apprentissage vous aide à créer de nouvelles connexions synaptiques, de nouveaux circuits. Et se souvenir, c'est maintenir ces connexions. Ces personnes ont appris de nouvelles informations, elles les ont mises en pratique physiquement et elles ont répété ces informations. Et quand vous faites toutes ces choses, vous développez de nouveaux circuits. Second group of people, they said, come for 2 hours a day for 5 days. We're going to scan your brain. Aux membres du 2e groupe, on leur a demandé de venir 2 heures par jour pendant 5 jours et on leur a dit « Nous allons scanner votre cerveau avant et après, mais écoutez, nous n'allons pas vous apprendre quoi que ce soit. Simplement venez et jouez ce que vous voulez pendant 5 jours. » À la fin des 5 jours, on a scanné leur cerveau pour voir ce qui s'était passé. Rien ne s'était passé, ou presque rien. Pourquoi? Parce qu'aucune information ne leur avait été fournie et donc impossible pour eux de développer de nouveaux circuits. Ils n'avaient pas répété ce qu'ils avaient fait la veille et donc ils ne pouvaient pas s'en souvenir. Ils n'étaient pas attentifs et n'avaient reçu aucune instruction et donc ils ne pouvaient pas pratiquer et répéter pour développer de nouveaux circuits. Ils ont développé quelques-uns mais pas beaucoup. Aux membres du 3e groupe, on leur a dit que ce n'était même pas la peine de venir. Que leur est-il arrivé? Rien. Ce qui veut dire que si vous n'apprenez rien du tout, si vous ne vivez aucune expérience, votre cerveau ne change pas. Aux membres du dernier groupe, on leur a dit « Venez pendant 2 heures, 5 jours de suite. Nous allons scanner votre cerveau avant et après, mais écoutez, au lieu de venir et de pratiquer physiquement les gammes et les accords, nous voulons que vous les mémorisiez et que vous les jouiez mentalement dans votre esprit. » At the end of 5 À la fin des 5 jours, devinez ce qui s'était passé. Ils avaient développé le même nombre de circuits que les membres du groupe qui avaient pratiqué physiquement les gammes et les accords. Ce qui veut dire qu'ils avaient changé leur cerveau juste en adoptant une nouvelle façon de penser. and more important, Et plus important encore, quand j'ai lu l'article, je me suis dit qu'en effet, quand le cerveau est concentré et attentif, il ne fait pas la différence entre ce qui se passe là-bas, à l'extérieur, et ce qui se passe ici, à l'intérieur. that to the Pour les membres de ce 4e groupe, donc, l'expérience a été vécue comme étant la réalité. Et bien sûr, on leur a dit, on va laisser le métronome battre la mesure, et si vous êtes fatigué, on vous réveillera avec un coup de balai. Restez donc attentifs. So here's my question. What do you mentally rehearse all day long? Voici donc ma question. Que répétez-vous toute la journée? Et que faites-vous physiquement? Car ce que vous répétez mentalement, c'est-à-dire ce à quoi vous pensez, et ce que vous faites physiquement, c'est-à-dire comment vous agissez, c'est ça qui fait de vous ce que vous êtes au niveau neurologique. Notre personnalité, c'est-à-dire l'accumulation des circuits qui font de nous ce que nous sommes, est un mélange de nos pensées et de nos actions.
So when those people began to ask the frontal lobe questions like what would it be like to be happy, what would I have to do to... Donc lorsque ces personnes ont commencé à se poser des questions du lobe frontal, des questions telles que comment je serais si j'étais heureux et qu'est-ce que je dois faire pour être heureux, au fur et à mesure qu'elles adoptaient une nouvelle façon de penser, à l'instar des joueurs du piano, elles réussissaient petit à petit à réorganiser les circuits de leur cerveau et à créer un nouvel esprit par le simple fait de penser. Vous comprenez ce que je veux dire? So they did this other experiment where they took people and they said, listen, we want you to come for... On a mené une autre expérience auprès d'un groupe de personnes à qui on a dit « Vous devez venir 1 heure par jour pendant 4 semaines et vous devez tirer sur ce ressort. Vous devez faire cet exercice 1 heure par jour pendant 4 semaines. » À la fin des 4 semaines, devinez ce qui était arrivé à ces personnes. Elles ont développé des muscles plus puissants, d'accord? La puissance de leurs muscles s'était accrue de 30% grâce à un mouvement qu'ils ont répété maintes fois. C'est logique, n'est-ce pas? Vous opposez de la résistance ou du poids à un muscle, celui-ci résiste. La résistance fait travailler les fibres musculaires qui se régénèrent avec davantage de protéines et donnent de plus grands muscles avec plus de force à opposer au poids. Vous comprenez ça? Second group of people, they said come, an hour a day for 4 weeks, but listen, we want you to mentally rehearse pulling that spring. Aux membres du deuxième groupe, on a dit « Venez 1 heure par jour pendant 4 semaines, mais nous voulons que vous vous voyiez mentalement en train de tirer sur ce ressort, sans que vous y touchiez. » À la fin des 4 semaines, on a testé leur force musculaire, et celle-ci s'était accrue de 22%, bien qu'elle n'ait jamais eu à toucher le ressort. Allez donc expliquer ça à votre mère. Vous savez, j'ai une mère italienne toute menue qui me prépare mon dîner quand je suis en ville et j'aime bien sûr passer du temps avec elle. Mais comme je lis toujours ces articles scientifiques ennuyeux, quand je me rends chez elle, j'éprouve le besoin de les lui expliquer car je me dis que si elle peut les comprendre, alors tout le monde le peut. Donc quand j'arrive chez elle et qu'elle est en train de faire la cuisine, je lui dis « Maman, je dois te parler de quelque chose » et alors elle fait « Non, pas ce soir s'il te plaît, je n'ai pas envie d'entendre ça. » Well, think about it. Pensez-y, vous vous souvenez de la loi de la neuroscience. Les cellules qui s'activent ensemble se relient ensemble. And if you continuously fire the same circuits over and over again, over and over again, over and over again, over and over again, there comes a moment where... Si vous activez de façon constante les mêmes circuits une première fois, et puis une deuxième fois, et puis une troisième fois, il arrive un moment où les substances chimiques libérées par les neurones vont agir comme une sorte de fertilisant, ou d'engrais, ou de colle, renforçant ainsi la connexion entre les neurones qui deviennent plus riches, plus développés. C'est pour cette raison que lorsque vous regardez au scanner le cerveau de quelqu'un qui utilise le braille pour lire, où est placée la totalité de son esprit d'après le scanner? Juste au niveau du doigt qui lit. Et cela s'explique car ces gens, à force d'activer ces circuits, créent plus d'espace dans leur cerveau pour ce doigt. Et ils développent plus de connexions enrichies, car les cellules nerveuses qui s'activent ensemble créent plus de connexions élaborées et de circuits. On peut dire la même chose de ces personnes qui se voyaient dans leur esprit en train de tirer sur un ressort. Elles avaient développé de nouveaux circuits qui s'étaient accrus et enrichis et pouvaient donc envoyer des signaux forts capables de traverser directement la colonne vertébrale et d'aller jusqu'au doigt. Et c'était en réalité leur esprit qui tirait sur ce ressort car ils avaient davantage de circuits pour envoyer des signaux plus subtils. Et nous pouvons par conséquent dire qu'en adoptant une nouvelle façon de penser, nous pouvons influer sur notre corps. Donc, toutes ces personnes qui se sont réinventées se sont dit la chose suivante. Je vais devoir adopter une nouvelle façon de penser et je vais devoir me répéter ça tous les jours sans exception. Elles se sont dit, je ne vais pas me lever tant que je ne suis pas une personne différente, tant que je n'ai pas le sentiment que je suis une personne différente. Ce qu'elles ne savaient pas, c'est qu'en adoptant cette nouvelle manière de penser, elles s'étaient mises à envoyer de nouveaux signaux chimiques à leur corps, ce qui avait permis à celui-ci de fonctionner de concert avec leur esprit. Elles préchauffaient leur circuit, pour ainsi dire, et ensuite, une fois levées pour vivre leur journée, elles la vivaient à partir de ces circuits qui étaient déjà activés et mis en place, au lieu de vivre leur journée à partir de l'ancien soi, vous comprenez? Donc ce que nous sommes, c'est ce que nous réitérons mentalement et physiquement. C'est ce que nous pensons et faisons. Et si nous n'adoptons pas de nouvelles façons de penser et d'agir, nous ne faisons alors que renforcer
casser la boîte de ces circuits, rendant notre cerveau plus limité. Et du coup, notre personnalité ou notre identité devient à leur tour un groupe de circuits limités, aussi bien neurologiquement que chimiquement. La dernière chose que ces personnes avaient en commun est qu'elles disaient toutes ceci. Elles disaient, vous savez, quand je répétais mentalement à moi-même, quand je pensais à cette personne que je voulais devenir, d'ailleurs, changer était devenu leur priorité. Changer comptait bien davantage pour elles que ne le faisaient leurs engagements sociaux, l'Internet ou les conversations téléphoniques. Elles avaient arrêté tout cela car c'est leur vie qui était maintenant en jeu. Elles n'éprouvaient plus du plaisir à faire toutes ces choses. Elles ne voulaient plus revivre les mêmes situations, ni fréquenter les mêmes personnes et les mêmes lieux. Elles ne voulaient plus que leur cerveau fonctionne comme avant. Elles se sont retirées de leur environnement afin de pouvoir penser plus grand que lui. Elles ne voulaient plus que leur pensée soit le produit de leur environnement, ni que cet environnement puisse activer les anciens circuits de leur cerveau. Vous me suivez? Elle disait que lorsqu'elles avaient adopté une nouvelle façon de penser, il y avait des moments où la notion du temps et de l'espace n'existait plus pour elles. Que quand elles allumaient la lumière de leur chambre ou quand elles ouvraient leurs yeux ou enlevaient leur bandeau, elles pensaient que 20 minutes seulement s'étaient écoulées, alors qu'en réalité, il s'était écoulé 1h30. Savez-vous que le cerveau traite 400 milliards octets d'informations par seconde? Je l'ai même dit dans un film. 400 milliards octets d'informations par seconde, bien que nous ne soyons conscients que de 2000 octets sur ces 400 milliards. Et savez-vous à quoi sont employés ces 2000 octets d'informations? À accomplir 3 fonctions. En effet, cette chose mobile que nous appelons conscience, cette faculté qui fait partie des privilèges des êtres humains, peut être appliquée à l'objet de notre choix. Et c'est la nature de l'objet sur lequel nous portons notre attention et la fréquence avec laquelle nous portons notre attention. C'est cela qui façonne notre destinée. Le cerveau traite donc 400 milliards octets d'informations chaque seconde, mais nous ne sommes conscients que de 2000. Et ces 2000 octets d'informations sont employés à servir le corps, l'environnement et le temps. Vous avez mal au dos par exemple, ou à la tête. Vous vous sentez peut-être fatigué, vous avez soif, vous trouvez qu'il fait trop froid ici ou trop chaud, ou qu'il y a trop de lumière. Vous aimez bien peut-être la personne assise à côté de vous, vous trouvez qu'elles sont bonnes. Peut-être que vous vous demandez si nous allons bientôt faire une pause. Et pendant que le cerveau traite un nombre d'octets infini d'informations, cette chose mobile appelée conscience fixe son attention sur le corps, l'environnement et le temps. Et nous avons dit qu'en mode de survie, les substances chimiques du stress nous poussent à concentrer toute notre attention sur le corps, l'environnement et le temps. Entendez-vous le ronronnement du ventilateur? Ce ronronnement a toujours été là, cela dit. Mais étant donné qu'il n'était pas important pour vous, votre cerveau a baissé le volume de ce stimulus. Et parce que nous avons cette capacité à rendre la pensée plus réelle que n'importe quoi d'autre, lorsque nous nous concentrons sur quelque chose, nous activons une partie du cerveau appelée le lobe frontal. Et le lobe frontal est la dernière pièce du mécanisme à avoir fait son apparition chez l'humain. Le lobe frontal occupe 40% de la totalité du cerveau. Chez les autres espèces telles que les gibbons, les chimpanzés et autres primates, il occupe 14 à 17%. Il est de 7% chez les chiens et pour ceux d'entre vous qui aiment les chats, sachez qu'il est de 3,5%. C'est tout. Si donc votre chat est plus malin que vous... Ce qui nous rend si uniques en tant qu'être humain, c'est la taille du lobe frontal par rapport au reste du cerveau. 40%, comme je vous ai dit. Ce n'est donc pas le fait que nous puissions nous tenir debout ou le fait que nous ayons des pouces opposables aux autres doigts ou que nous ayons un système pileux moins développé ou que la position de nos yeux soit différente ou que la taille de notre cerveau soit plus importante. D'ailleurs, les éléphants ont un cerveau bien plus gros que le nôtre. Ce qui nous différencie des autres espèces, c'est la taille du lobe frontal par rapport au reste du cerveau. Et lorsque nous nous concentrons vraiment, lorsque nous faisons attention, le lobe frontal qui fonctionne comme un contrôleur
régulateur de volume du cerveau décide de ce qui n'est plus important pour nous et baisse alors le volume des circuits cérébraux liés au ressenti. Il refroidit les circuits liés au mouvement. Il refroidit les centres émotionnels, les centres visuels. Et du coup, la seule chose qui est réelle pour nous à ce moment-là, c'est la pensée qui nous préoccupe. Et lorsque la pensée devient vraiment réelle, le cerveau s'empare de la pensée et l'organise en tant qu'expérience en elle-même et pour elle-même. You with me still? Vous suivez? So these people, when they were having long moments Donc, ces personnes, quand elles vivaient ces longs moments où le temps et l'espace n'existaient plus pour elles, elles désactivaient littéralement les circuits liés à leur ancienne identité. Et ma définition de la créativité à ce propos, c'est quand nous oublions complètement qui nous sommes. C'est quand nous sommes tellement concentrés sur ce que nous faisons que nous oublions tout ce qui nous entoure. Nous ressentons tellement du plaisir à faire ce que nous faisons que nous voulons prolonger ces moments. Nous ne dépêchons plus, nous sommes de plus en plus présents et du coup nous voulons davantage de temps plutôt que moins. Nous voulons davantage de temps en vue d'explorer des idées. Et c'est ce qui est arrivé à ces personnes. Elles étaient tellement concentrées sur leurs pensées qu'elles étaient passées du mode de survie à celui de la créativité. Et quand il y a créativité, plus rien ni plus personne n'existe. Il n'y a plus de notion de temps. Mais ce que ces personnes ne savaient pas, c'est qu'en perdant ainsi la notion du temps et de l'espace, elles réorganisaient leur cerveau et l'habituaient à cette nouvelle façon de penser. Elles ne savaient pas qu'en faisant de leur pensée une réalité, leur lobe frontal refroidissait littéralement les circuits liés au temps et à l'espace, leur permettant ainsi de commencer pour la première fois à réinventer et à recréer un nouveau soi par le simple fait de répéter maintes fois une pensée. Et du coup, quand elles se levaient pour vivre leur vie, ces personnes ne la vivaient plus à travers le filtre de leur ancien soi, mais à partir d'un ensemble de groupes de circuits nouvellement développés. Ce que j'ai également découvert en parlant à ces personnes, c'est qu'elles avaient toutes deux autres choses en commun, bien que de moindre importance. La première chose est qu'elles étaient toutes, aux yeux de leur médecin, un peu dérangées. Ce qui est logique, car voyez-vous, normalement, vous consultez votre médecin, celui-ci vous dit par exemple que votre tension est élevée, il vous prescrit des médicaments, vous recommande de changer votre style de vie et de modifier quelque peu votre régime alimentaire et autres choses conventionnelles de ce genre. Vous voyez ce que je veux dire. Le problème est qu'avec ces personnes, rien d'autre n'avait marché. Elles étaient obligées de faire appel à quelque chose de différent et ce faisant, elles étaient vues par les autres comme étant des personnes imprudentes ou un peu folles de faire ce qu'elles faisaient, car elles allaient à l'encontre des règles de la médecine conventionnelle. Et pourtant, qu'est-ce qu'un miracle? N'est-ce pas que c'est quelque chose qui se produit en dehors de ce qui est conventionnel, qu'il s'agisse de conventions scientifiques, religieuses, politiques ou sociales, tout ce qui dépasse nos croyances actuelles, nous l'attribuons au miracle. N'importe quel médecin aux États-Unis ou en Occident vous dira aujourd'hui que la guérison est plus rapide chez les patients qui adoptent une meilleure attitude dans la vie. C'est aussi simple que ça. Et donc, lorsque les médecins avaient constaté que ces personnes allaient mieux, ils avaient tous dit la même chose. Je ne sais pas ce que vous faites, mais peu importe ce que vous faites, continuez à le faire car ça marche. L'autre chose que ces personnes avaient en commun est qu'elles disaient toutes ou presque toutes ceci. Je le savais quand j'allais mieux, je le savais tout simplement. Je ne sais pas comment vous le dire, mais je savais que j'étais mieux. Ça ne relevait pas du simple espoir ou du simple souhait, mais j'allais mieux en vrai. J'étais changé. Je connais un patient qui s'était présenté à mon cabinet il y a de cela quelques années. Il avait une tumeur sur le front de la taille d'un citron. Et il en avait une autre sous le menton. Il avait une affaire qui marchait bien dans la ville de Washington, aux États-Unis, et en me rendant dans la salle d'attente, j'ai aperçu cet homme qui m'a fait alors un grand clin d'œil.
Finally, I make my way Je l'ai regardé et au lieu de me rendre dans une autre salle, j'ai fait demi-tour et je lui ai demandé « Alors, qu'est-ce qu'il vous arrive? De quoi souffrez-vous? Est-ce la leucémie ?» Il m'a dit oui. Je lui ai dit « Et ça fait combien de temps que ça dure ?» Il a dit 25 ans. Je lui ai dit « Vous n'avez jamais rien fait depuis 25 ans ?» Il m'a dit oui. Je lui ai dit « Et qu'est-ce que les médecins vous ont dit ?» Il m'a dit « Ben, ils m'ont dit que je n'en avais plus que pour 6 mois à vivre. » I said, well, what did you do? He said, I made myself... Je lui ai dit « Et alors, qu'avez-vous fait ?» Il m'a dit « Je m'étais fait une promesse, et la promesse était celle-ci. Je voulais vivre assez longtemps pour voir mon fils cadet devenir bachelier. And then he said, in 2 months... » Et puis il a ajouté « Dans 2 mois, c'est mon petit-fils cadet qui sera bachelier. » So now, I'm kind of looking... J'ai alors regardé cet homme, et à ce propos, c'était un agriculteur de métier. Ce n'était pas un moine. Pendant des jours, je n'arrivais pas à ne pas penser à cet homme. J'y ai pensé tout le temps, pendant 2 ou 3 jours. Finalement, un jour, il est revenu au cabinet médical pour une visite de contrôle. Et après lui avoir parlé et administré les soins, et alors qu'il s'apprêtait à partir, je lui ai dit Hey, come here. « S'il vous plaît, revenez un instant. Je voudrais vous poser une question. » Il m'a dit « C'est quoi votre question ?» Je lui ai dit « Alors, quel est votre secret ?» Il m'a dit « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Je lui ai dit « Vous auriez dû mourir il y a 25 ans déjà. Quel est votre secret ?» Il s'est alors penché en avant par-delà la table d'examen et en mettant sa main comme ça, il s'est approché à cette distance de moi et m'a dit « Il suffit de le vouloir » en me donnant une petite gifle. And so he starts walking out of the room and go, hey, come on. Il s'apprêtait à partir, mais je l'ai rappelé et j'ai dit « Un instant, s'il vous plaît ». Je me suis mis à marcher à ses côtés et on voyait bien que c'était quelqu'un d'heureux. Et à un moment donné, il m'a dit I can't believe people wake up in the morning. « Je n'arrive vraiment pas à comprendre que des gens puissent se lever le matin sans être reconnaissants d'être en vie. » And he just looks me square in the eye. And then Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai alors réalisé que cet homme faisait quoi en fait? Il ne cessait de se répéter qu'il était reconnaissant d'être en vie. Et souvenez-vous que l'esprit supérieur donne la vie sur la base de ce que nous sommes et de ce que nous pensons, sur la base de nos actes. Et donc si cet homme était tout le temps en train de se programmer à être reconnaissant d'être en vie, que dit alors l'esprit supérieur? give him another day. Give him another day. Donnons-lui un autre jour à vivre. Donnons-lui un autre jour. Et ça durait depuis 25 ans. If you look at a functional brain scan of a person, Si vous regardez l'imagerie fonctionnelle du cerveau de quelqu'un de reconnaissant, de quelqu'un qui peut se mettre dans un état de gratitude, vous constaterez que son esprit subconscient s'active dans sa totalité. Ce qui signifie que son esprit et son corps marchent de concert, que son ressenti est en parfaite adéquation avec ses pensées, que son corps reçoit de nouvelles instructions, qu'il subit un nouveau reconditionnement. Et parce qu'ils sont dans un état de gratitude, ces gens peuvent influer sur leur état de santé de façon spectaculaire et rapide, car il n'y a plus chez eux de barrière entre l'inconscient et le subconscient. if you ask that same person to begin to rifle through D'ailleurs, si vous demandez à cette même personne de replonger un instant dans tous les problèmes qu'elle rencontre dans sa vie et de se focaliser dessus, ce même esprit, le subconscient, se désactive. Ce qui veut dire que la personne devient de nouveau séparée de son esprit subconscient, de son esprit supérieur, juste par le fait de penser. Now, if you believe that the quantum law Si vous pensez que la loi quantique puisse avoir un quelconque rapport avec votre destinée ou votre avenir, pourriez-vous exprimer votre reconnaissance pour des choses que vous n'avez pas encore reçues, mais qui existent déjà dans la loi quantique, en tant que potentiel? could you give thanks for the things that you haven't perceived with Pourriez-vous exprimer votre reconnaissance pour des choses que vous ne percevez pas avec vos sens, des choses auxquelles vous n'avez pas encore goûté, que vous n'avez pas encore touché, mais qui existent dans votre esprit? Et quand vous vous mettez dans cet état de gratitude, quel signal reçoit votre corps? that it's happened already, wouldn't you agree? Because Un signal comme quoi ce pourquoi vous êtes reconnaissant, c'est déjà produit, n'est-ce pas?
Voyez-vous, la majorité de nos luttes en tant qu'être humain vient du fait que notre esprit et notre corps fonctionnent toujours en opposition. Nous pouvons consciemment proclamer une chose, mais notre corps, lui, nous l'avons conditionné avec le temps à vivre dans un état chimique différent, à devenir l'esprit. When we get mind and body working together, Lorsque notre esprit et notre corps marchent de concert, lorsqu'ils sont sur la même longueur d'onde, c'est à ce moment-là que le cœur s'ouvre. Lorsque notre esprit et notre corps, nos pensées et nos actions, notre intention et notre comportement ne sont plus en opposition, nous recevons alors le soutien de l'univers. Le problème est que nous passons tellement de temps à acquérir des connaissances sans jamais passer à l'application et à la personnalisation. Faire passer les gens de l'étape de la pensée à celle de l'action, c'est la plupart du temps comme vouloir mener en troupeau des chats. because everybody wants. Car tout le monde préfère rester à l'étape de l'intellect. And wouldn't you agree that, I mean, this is my present state of understanding. Autant que je le sache, la raison principale qui fait que la plupart d'entre nous, quand nous nous réveillons le matin, nous ne pensons pas à créer notre destinée, à décider intentionnellement du déroulement de notre journée ou de notre vie, la raison principale qui fait que nous n'y prêtons pas attention et que nous ne le faisons pas vraiment, Because we don't believe. c'est parce que nous n'y croyons pas. Si vous saviez qu'il vous était possible de créer votre destinée par la pensée, n'est-ce pas quelque chose que vous feriez tous les jours? Et bien sûr, l'autre raison qui explique pourquoi nous ne le faisons pas tient au fait que nous nous disons « je n'en ai pas envie ». Too busy. Too much to do. Ou je suis trop occupé, ou j'ai trop de choses à faire. Mais en fait, du moment que nous empruntons la voie du changement, nous rompons normalement tous les engagements que nous avons pris vis-à-vis de notre environnement, n'est-ce pas? Parce que pour changer, nous devons être plus grands que notre environnement. Mais, comme nous l'avons dit, chaque chose, chaque circonstance est organisée dans le cerveau en tant que reflet. Donc, si cela est vrai et que vous ne voulez plus penser et agir et sentir de la même manière, c'est comme les gens qui font partie de votre vie. Ces gens sont là parce que vous avez passé avec eux un accord émotionnel, chimiquement parlant. Pourquoi? Parce qu'ils vivent les mêmes expériences que vous. Et quand vous vivez les mêmes expériences, vous ressentez les mêmes émotions, puisque les émotions ne sont finalement que le produit fini de nos expériences. Vous me suivez? And we know that the brain is organized. Et nous savons que le cerveau est organisé de façon à refléter notre environnement. Et donc, quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et vous lui dites « Comment allez-vous ?», il vous dit « Je vais très bien ». Et puis, il vous dit « Vous savez, j'ai déjà vécu là-bas ». Et vous lui dites « Vraiment ?» Et il vous dit « Oui ». Et vous lui dites « Mais moi aussi, j'ai habité là-bas ». Et vous connaissez tel ou tel? Moi aussi, je le connais. Et quand est-ce que vous avez vécu là-bas? Oh, en 2000, moi aussi, j'ai vécu en 2000. Et vous avez vécu ça également? Mais moi aussi. Vous, je vous aime bien. We have a Et nous voilà maintenant liés car nous savons que nous sommes neurochimiquement en phase. Et quand nous partageons les mêmes expériences, nous ressentons les mêmes émotions, vous êtes d'accord? Quand tout d'un coup vous vous dites par exemple « je ne vais plus me plaindre, je ne vais plus blâmer personne, je ne vais plus inventer des excuses » et puis quand vous êtes avec un ami en train de vous promener et vous vous mettez à lui parler de tous vos problèmes et il vous dit ce qu'il a à vous dire mais vous êtes comme ça. And he's going to say, well, Et il vous dit « mais qu'est-ce qui ne va pas ?» we had a thing here. Tu avais fait une promesse, non? Tu ne vas pas tout d'un coup envoyer tout balader. J'aime mieux ton autre attitude. Would you agree? N'est-ce pas que c'est vrai? So as we begin to Donc, change, au fur et à mesure que nous changeons, au fur et à mesure que nous transformons l'ensemble de nos circuits cérébraux, au fur et à mesure que nous lui faisons adopter de nouvelles façons de fonctionner, au fur et à mesure que de nouveaux circuits s'établissent, notre cerveau n'est plus juste ce simple reliquat du passé ou le reflet de notre environnement.
À vrai dire, il prend une longueur d'avance sur l'environnement. Il s'organise et prend une longueur d'avance sur l'expérience. Et puisque la loi quantique nous dit que l'environnement est une extension de notre esprit, seriez-vous d'accord pour dire que du moment que vous changez quelque chose dans votre esprit et que vous réorganisez vos circuits cérébraux, quelque chose de différent doit obligatoirement se manifester dans votre vie? C'est ce que je pense en tout cas. En effet, je ne prendrais pas la peine d'engager un processus de changement dans ma vie si je n'espérais pas qu'un indice vienne attester des résultats de mes efforts. Et je veux que cet indice soit quelque chose que je peux prédire, quelque chose de surprenant, quelque chose dont j'ai la certitude qu'elle vient d'un esprit supérieur, quelque chose qui m'inspire et qui me pousse à tenter l'expérience du changement de nouveau, jusqu'à ce qu'elle devienne une routine, une accumulation de prise de conscience qui finit par m'éveiller. Et enfin, ce fut un véritable plaisir que d'être en Australie pendant ces 2 dernières semaines. Parce que, voyez-vous, il y a chez les Australiens un grand équilibre entre leur tête et leur cœur. Il y a une grande maturité. Et là où il y a équilibre entre la tête et le cœur, il y a espace pour un changement pratique. Et il est de notre devoir dans la vie d'acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles informations. Mais celles-ci ne doivent pas devenir un sujet de conversation mondaine, mais il s'agit pour nous d'appliquer dans la réalité ce que nous avons appris, de l'expérimenter et de le personnaliser. Il s'agit pour nous de prendre ce que nous avons appris intellectuellement et d'utiliser ce bagage pour faire de nouvelles expériences. Et avec de nouvelles expériences, viennent de nouvelles émotions. Et le cerveau réorganise alors son propre disque dur pour refléter ces nouvelles expériences. Et une fois que vous avez entamé un processus de changement, qui en est le bénéficiaire? C'est vous, n'est-ce pas? Je voudrais en tout cas vous remercier pour votre attention. Je pense que le plus beau cadeau que vous pouvez faire à quelqu'un, c'est de lui accorder votre attention. Ce qui est certain, c'est que je suis honoré et privilégié d'être avec vous. Je resterai ici pour répondre à quelques questions et nous aurons, j'espère, un peu de temps pour parler de l'atelier, d'accord? Merci de m'avoir accordé votre temps.